Bonjour à tous, très bonne année. On vous retrouve pour une envie de lecture 2017 avec de très bonnes résolutions. On retrouve Laurent Garin et Stéphanie Ferial, tous deux libraires à la librairie indépendante Le Pavé du Canal. Alors, quelles sont les résolutions pour 2017 Commencer 2017 en expliquant ce qui s'est passé en 1917. Pour ma part, voilà. Je veux faire un focus. C'est incroyable. Alors ça, c'est une année stratégique, oui, si j'ai bien compris. Mais dans plein de domaines. Alors oui, 1917 avec les deux révolutions russes, ça parle à tout le monde. L'engagement des États-Unis sur l'Europe dans la Grande Guerre, ça parle aussi. Mais il y a eu plein de choses qui se sont passées en 1917 finalement, que ce soit dans la culture, dans le monde des arts, dans le monde du sport aussi. Le dadaïsme, le surréalisme. Et énormément de choses. Donc cet ouvrage en fait reprend toute l'année de 1917 de façon chronologique. Donc voilà, c'est un calendrier qui s'écoule en nous expliquant ce qui s'est passé sur chacune de ces dates. Donc et dans le monde, donc par. Et dans le monde, c'est ça, par date. Par continent, par date. Ouais, c'est ça, uniquement par date en fait. Ce qui s'est passé par date. Ouais. Et donc c'est des propos en plus très bien illustrés. Il y a des très beaux documents. Ouais. Alors il y a aussi 20 focus sur des personnages. C'est ça. Voilà, il y a aussi ça. Ouais, il y a des portraits aussi de ces personnes là qui sont sorties sur la lumière justement en 1917. Ouais. Et donc ce bel ouvrage chez Belfond, chez Belfond. C'est pas grave. Chez Perrin, voilà, qui est un éditeur vraiment de fond sur l'histoire, donc on sait sa ligne éditoriale qui est vraiment très sérieuse. Et là vraiment c'est un ouvrage qui est ouvert à tout le monde, enfin tout le monde peut y accéder, et de comprendre que finalement cette année 1917 a été vraiment charnière dans beaucoup de domaines. D'accord, donc de mettre en lumière un petit peu cette date à l'aune de ce qui se passe même aujourd'hui, de voir un peu tous les bouleversements qu'une petite année au final a engendré sur la France, mais sur l'Europe et sur le monde entier. Alors voilà, il y a deux dates en France qui sont quand même assez retentissantes. Donc il y a 68 où il y a eu pas mal d'ouvrages, et là 1917 aussi, qui est une année vraiment exceptionnelle dans plein de domaines. Donc voilà, ça nous permet d'un peu. Il n'y a pas eu d'autres livres comme ça avec des années phares qui ont été faites là, sur les années 68, oui. Ouais. C'est une année qui a été vraiment très étudiée, mais sinon non. Enfin voilà, donc là c'est un ouvrage qui est exceptionnel dans le sens où c'est vraiment un ouvrage calendaire et qui nous explique tous les retentissements qu'il y a pu y avoir. Très complet. Oui, qui parle aussi du cinéma justement. Et qui aborde il y a effectivement au niveau des arts, effectivement, qui aborde cinéma, donc il y a un focus sur Charlot, il y a un focus la création de la Coupe de France de football, enfin voilà, toutes ces choses-là. Oui, les Féas aussi, voilà. Donc c'est vraiment, ce n'est pas uniquement la société, c'est vraiment tous les domaines. Oui, toutes les interactions aussi. Entre le monde politique, le monde des arts, la société civile, exactement. Plein de choses, voilà. Donc un très bel ouvrage. Et très bien illustré chez Perrin. D'accord, merci. Pour commencer l'année 2017. Oui, pour être un peu au fait de ce qui se passait, il y a un siècle, exactement. Alors Stéphanie. Alors moi je commence l'année de façon un peu différente, un peu poétique, avec un auteur de manga pour une fois. Shiro Taniguchi. Voilà, Taniguchi. Alors c'est un auteur japonais qui est né en 1947, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est assez connu en France parce que il a été, c'est surtout le Quartier lointain avec lequel il a été primé à Angoulême, tout à fait. Et puis c'est vrai que les lecteurs de BD français l'aiment beaucoup, le connaissent bien, et c'est vrai que ses ouvrages sont aussi très accessibles entre guillemets pour les lecteurs occidentaux. Donc c'est du manga déjà au format, c'est pas du tout le format manga classique tel que les petits mangas que l'on trouve. Ensuite, les thématiques, c'est pas du tout les mangas d'action ou science-fiction un peu futuriste. Pas du tout, c'est plus intimiste. Voilà. J'avais lu Quartier lointain, c'était vraiment très beau, oui, tout à fait. Très beau sur le souvenir, une introspection, une quête. Oui, voilà. En fait, c'est souvent ça. C'est souvent des livres un peu. Enfin, il a abordé tous les thèmes, western, science-fiction aussi, histoire ou même sur la famille, beaucoup. Oui. Mais effectivement, on revient souvent en fait la quête effectivement un peu intimiste, et c'est souvent ça effectivement ces ouvrages. C'est pour ça moi que ça me touche beaucoup. Et puis ce qu'il y a surtout, c'est que je trouve son dessin absolument superbe. Mais c'est vraiment des œuvres d'art. Et d'ailleurs même dans le dessin, c'est pas du tout du manga. Enfin pas du tout manga. Il est défini comme étant un mangaka, c'est sûr, un dessinateur de manga, mais pas le manga type que l'on connaît comme Naruto ou d'autres séries très connues. Les prix qu'il a eu, c'était vraiment pour ses dessins. Tout à fait, voilà. Et le dessin est vraiment très beau. Alors, ce qui est rigolo dans celui-ci, par exemple, celui-là, c'est le sommet des dieux, c'est qu'il se lit à la japonaise. Tout à fait. Donc quand
commençant par la fin. Voilà. Alors c'est vrai que c'est toujours perturbant au début, parce que même le sens des bulles, enfin des cases, il faut le lire. Voilà. Donc au début, on a fait forcément le réflexe de lire naturellement, comme on a appris à lire. Donc effectivement, quand on ouvre, on se dit non, mais c'est vrai, je commence en haut à droite et je fais comme ça. Oui, mais alors je dois pas lire d'abord ça. Enfin, une gymnastique voilà, cérébrale. Tout à fait. Mais c'est juste un coup de quelques pages et après on est dedans complètement. Donc il y a plusieurs. C'est pas une trilogie, non? Il y a plusieurs. Alors pour le Sommet des dieux, il y a 5 tomes ou 6 tomes, je me souviens plus très bien. C'est le seul. Enfin, il y en a d'autres où il a plusieurs tomes. Après, il a beaucoup de tomes. Alors comme celui que vous tenez dans les mains, donc les rêveries d'un gourmet solitaire, où il y avait un autre tome précédemment qui était le gourmet solitaire, où là c'est un vagabondage dans Tokyo. Il va en fait de gargote en gargote, de restaurant en restaurant, qui permet d'une façon culinaire de découvrir Tokyo, mais de découvrir aussi la cuisine japonaise. Donc c'est un peu idiot de dire ça, mais c'est très savoureux. En général, c'est que du noir et blanc. Ce qu'il fait. Il y a très peu de choses en couleur chez Taniguchi. On retrouve toujours ce personnage masculin. On retrouve souvent un personnage masculin, sachant qu'il y a quand même deux autres livres, enfin deux où il y a un personnage féminin. C'est souvent fait de rêveries, de pérégrination comme ça, dans une ville ou dans un lieu. La nature est toujours très présente. C'est contemplatif. Oui, mais c'est très japonais ça aussi. Tout à fait. Et c'est aussi c'est ça aussi la quête de soi, enfin la quête d'identité. C'est effectivement en contemplation de la nature, de la pluie. On voit parfois les gouttes. Enfin voilà, c'est ça, de méditation. Donc très bouddhiste aussi, effectivement. Laurent, vous les avez très zen. Oui, parcouru. Vous aimez ces ouvrages? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu également? Quartier lointain, oui, c'est le seul que j'ai lu de Taniguchi. Quartier lointain, donc on n'a pas... qu'on l'on voit derrière. Mais qui est le plus connu, et le coup de crayon est vraiment... Qui est quoi, 10 ans déjà? Qui date de 2003, oui, voilà, c'est ça, et qui a été adapté au cinéma par un réalisateur belge dont j'ai oublié le nom, avec Jonathan Zakai, et il y a 5-6 ans, c'est assez récent, enfin c'est assez récent. Donc le conseil, c'est de se replonger dans cette littérature japonaise. Oui, il y a le journal de mon père aussi qui est qui était beau, l'histoire d'un jeune homme qui vient de perdre son père. Ses rapports avec son père étaient plutôt distendus, plutôt froids. Et il y a une veillée qui dure plusieurs jours même sur le corps. Et donc tout le monde vient pour en souvenir et dire une histoire sur le défunt. Et il découvre comme ça son père comme il ne l'avait jamais découvert. Donc il y a aussi ça, il y a aussi beaucoup le rapport avec les parents, avec le père, la transmission justement aussi, et ça on retrouve aussi beaucoup dans ces différents ouvrages. Et donc dans votre sélection là, la résolution c'est quoi en fait? C'est de se replonger un petit peu sur soi? Oui, sur soi, ou de prendre le temps aussi, parce que c'est souvent ça aussi dans ces livres, c'est un petit peu les petits riens du quotidien. Et parfois on est toujours en train de se dire mais j'ai pas le temps de faire ça, je pas ça, mais on est toujours en train de courir, on est hyper communiqué parce qu'on a plein d'outils qui nous permettent d'aller plus vite, mais finalement on ne prend jamais beaucoup de recul et de se dire finalement c'est joli aussi d'entendre le vent, de voir la pluie. Du quotidien. La recherche un peu de l'essentiel, de se poser aussi, de se poser et d'être à l'écoute des autres. D'accord. Aussi. Et ça, je trouve ça important. C'est une très belle proposition, merci. Et puis on termine avec les vertus de l'échec. Voilà. Alors comment commencer 2017 sur nos échecs de 2016? Là aussi, une forme d'introspection. Tout à fait, oui, c'est ça, de comprendre un peu ce qui n'a pas réussi sur cette année, enfin peu importe, sur nos échecs qu'on a pu rencontrer, et comment s'appuyer et repartir et reconstruire, ou alors comprendre que finalement on fait totalement fausse route, et donc repartir finalement sur toute autre chose. Mais voilà, je pense que les débuts d'année sont importants pour justement faire un point sur ce qui s'est passé, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui aurait dû fonctionner. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en face pour justement que ça reparte. Alors c'est drôle parce que Charles Pépin, j'ai lu que l'auteur avait dit qui n'a pas connu l'échec a raté sa vie. Alors je trouve ça sur ce point, je pense qu'on est plusieurs à avoir eu pas mal de réussites. Il parle de Charles de Gaulle, de Raphaël Nadal. Ça, j'ai vu avec en fait Charles de Gaulle a eu 20 ans de sa vie jalonnée d'échecs avant d'être la personnalité homme d'État que l'on connaît. Oui, pour J.K. Rowling aussi, l'auteur de Harry Potter. Qu'il y a plein de personnalités finalement qui ont des vraies, qui ont des vraies reconnaissances aujourd'hui, finalement se sont construites qu'à partir d'échecs et qui ont réussi à rebondir là-dessus. De voir ça, parce qu'on nous met toujours en lumière les réussites, les succès, et ça fait du bien de savoir que c'est un chemin. Et que ça peut être vraiment formateur qu'on apprend. Oui, c'est ça. Forcément, on apprend.
de ces échecs et qu'il faut tout de même continuer, quoi. Ce n'est pas parce que ça se passe pas bien qu'il faut s'arrêter là, quoi. Il faut avoir l'envie d'aller après. Et voilà, ce bouquin m'a vraiment donné cette envie-là, quoi, de pousser plus loin, quoi. C'est Roosevelt, je crois, qui disait, dans la vie, l'important, c'est pas de réussir, mais c'est d'avoir essayé. Voilà. Et c'est vrai que c'est ça aussi, c'est pas tant d'avoir une multitude de réussites, mais c'est d'essayer. Et c'est un signe d'audace aussi. C'est un signe d'audace, de courage, non, tout à fait. Il faut y aller, il faut oser. Il y a un peu un tabou en France, là, de l'échec. Oui, beaucoup. Par contre, l'échec, ça se cache. Oui, tout Il y a à quand fait. même pas mal de milieux, notamment le milieu politique, où on dissimule complètement les échecs, ce qui est effectivement un peu stupide, parce que bon, ça forge l'expérience. Et mieux vaut quelqu'un qui a échoué plusieurs fois auparavant éventuellement et qui sait comment agir aujourd'hui. C'est ça. Alors, il ne faut pas n'avoir que des échecs non plus. Enfin voilà, il y a un moment, il faut pas. Tant qu'à faire. Mais mais voilà, c'est vrai que c'est typiquement français qu'on porte en fait sur ces échecs. Et d'essayer de comprendre en fait et d'analyser ce qui s'est passé. Et voilà, et ce livre, nous met ça en donne lumière. Très envie de le lire. Voilà. Et de comprendre comment ça va mieux se passer. Et de se positionner au milieu de toutes ces personnalités formidables et qui ont eux aussi, elles aussi, essuyé quelques revers. Comme Nadal aussi, j'ai lu. Comme Nadal, tout à fait. Mais le titre est très bien choisi. Plutôt que les bienfaits de l'échec ou autre qui ferait un peu développement personnel, là au moins les vertus de l'échec, c'est beaucoup plus positif. Oui, c'est positif comme énoncé, tout à fait. Bon, mais sinon, alors racontez-moi un petit peu vos résolutions personnelles pour 2017, que l'on puisse s'inspirer par exemple. 2017, écoutez, on va continuer de répandre un peu de culture partout autour de nous, quoi. Voilà. On va essayer de diffuser toujours la culture, d'être des passeurs. Voilà, donc continuer de travailler comme ça et que ce soit à la librairie ou hors librairie, enfin voilà, d'avoir des animations, d'avoir des projets culturels. Dans une année qui s'annonce riche d'événements. Donc voilà, déjà on va essayer de faire ça. Et Stéphanie? Oui, je suis assez dans la même lignée de plus être à l'écoute des autres aussi, plus s'ouvrir aux autres et pas avoir peur. Mais vraiment, à l'écoute et d'être plus attentif aussi aux autres et pas forcément avoir peur parce qu'il est différent ou étranger. Donc vraiment plus s'ouvrir à l'autre. Formidable. Merci à tous les deux. Ça nous aura inspirés. Voilà, alors vous n'avez plus aucune excuse pour 2017 pour vous plonger dans cette littérature inspirante et prendre de très bonnes résolutions.